La sœur voulait l'enterrer, mais une enfant changea son destin et révéla la vérité. Cet après-midi-là, dans les montagnes de Val-de-Ca, il n'y avait pas de temps pour les ornements ni pour les rêves longs. Le soleil descendait déjà derrière les collines et l'air sentait la terre fatiguée après tant de jours sans pluie. Une enfant de 9 ans marchait seule sur le sentier, un sac sur le dos, des sandales sur le point de se rompre. Elle s'appelait Lucia. Et pendant que tu écoutes ceci, tu peux peut-être la voir. Maigre, les genoux écorchés, la peau sombre brillante de sueur, les yeux baissés, cherchant des branches sèches entre les pierres. Avant de continuer, depuis l'endroit où vous regardez ou écoutez cette histoire, laissez un commentaire en bas. Lucia n'était pas là par plaisir. Elle était là parce que chez elle le gaz était un luxe et que le bois de chauffage signifiait que ce soir-là, Mère Magdalena, sa grand-mère pourrait réchauffer des haricots et un peu de café clair. À cet âge, beaucoup d'enfants rêvent encore de jouets. Lucia, elle rêvait déjà de journées où son estomac ne grognerait pas autant et même si la pauvreté lui avait pris beaucoup de choses, elle ne lui avait pas arraché la plus importante, une sensibilité obstinée, incapable de s'habituer à la souffrance des autres. Elle marchait courbée, ramassant une branche puis une autre. Quand soudain, quelque chose brisa le rythme tranquille de la montagne. Ce n'était ni le tonnerre, ni un chien qui aboie, ni le craquement normal des feuilles. C'était un son plus petit, différent, comme lorsqu'une personne essaie de crier avec la bouche bâillonnée. Lucia s'immobilisa, le corps à moitié penché, une branche encore dans la main. Elle pensa d'abord l'avoir imaginé, mais elle l'entendit à nouveau. Un gémissement profond, étouffé, semblant venir du sol lui-même, d'en bas, d'un endroit où il ne devrait y avoir que des racines et des pierres. Un frisson lui parcourut le dos. Elle regarda à droite puis à gauche. Personne. Le vent glissait entre les chênes. Les oiseaux continuaient de chanter comme si de rien n'était. Mais ce gémissement était toujours là, obstiné comme s'il demandait qu'on ne l'ignore pas. Et c'est ici, sans détour, que l'histoire te prend par la main. Parce que ce que fit cet enfant dans les secondes suivantes, peu d'adultes en seraient capables. Lucia aurait pu accélérer le pas, se dire « Je n'ai rien entendu », rentrer chez elle et raconter à sa grand-mère n'importe quoi, sauf la vérité. Elle aurait pu penser « Ce n'est pas mon problème, j'ai déjà assez de soucis ». Mais au lieu de cela, elle avala sa salive et avança vers l'endroit d'où venait le son. Chaque pas lui pesait comme si elle marchait dans de la boue. Elle arriva dans une petite clairière dominée par un vieux chêne au tronc épais aux racines tordues comme des veines sortant de la terre. Le sol était remué, des tas de terre fraîche, comme si quelqu'un avait creusé à la hâte. Sans patience. Lucia fronça les sourcils. Elle connaissait ses chemins par cœur et jamais elle n'avait vu cette terre retourner ici. Elle fit encore 2 pas, le cœur battant si fort qu'il lui faisait mal à la poitrine. Et alors? Elle les vit, des doigts gonflés, violacés, à peine visibles entre la boue. Ils bougeaient faiblement comme ceux de quelqu'un sur le point de tout lâcher. L'air lui manqua. Ce n'était pas un film, ce n'était pas une histoire racontée à la radio. C'était une main humaine. Là, à quelques pas d'elle. Ses jambes flageolèrent. Elle essaya de dire « il y a quelqu'un ». Mais seul un murmure sortit de sa bouche. Elle s'approcha encore, se pencha et soudain la terre trembla légèrement. D'en bas, une voix brisée par la peur et l'épuisement traversa un chiffon humide. « S'il te plaît, ne me laisse pas ici. » Ce n'était pas un cri de fantôme. C'était la voix d'une femme adulte. Quelqu'une qui avait sans doute l'habitude de commander, réduite maintenant à une supplication. Lucia recula brusquement, manquant de lâcher son sac. Elle avait faim, oui. Elle était jeune, oui, mais elle n'était pas de pierre. Dans ses yeux, quelque chose s'alluma, un mélange étrange de terreur et de pitié. Elle aurait pu fuir. Et toi, comme moi, nous comprendrions. Tout le monde comprendrait. Qui exige de l'héroïsme d'une enfant qui ne sait même pas si elle mangera ce soir. Et pourtant, elle resta. Elle fit quelque chose de simple et d'immense à la fois. Elle inspira profondément et décida de ne pas courir. Elle s'approcha de nouveau du bord du trou et la scène s'ouvrit entièrement devant ses yeux. Une femme était enterrée jusqu'à la poitrine. La vie avait traité bien différemment de Lucia. Sa chemise, bien que sale et déchirée, était faite d'un tissu fin de ceux qu'on achète dans des magasins où Lucia n'était jamais entrée. À son poignet, collée par la boue, pendait une montre coûteuse en métal lourd. Ses mains étaient liées avec une corde en nylon et sur sa bouche un chiffon sombre, humide, taché. Les yeux de l'inconnu étaient à moitié fermés, mais quand elle sentit l'ombre de l'enfant, elle fit un effort immense pour les ouvrir. Dans ce regard brouillé, il y avait quelque chose qu'aucune richesse ne peut acheter, la peur nue de celle qui sait que si l'enfant s'en va, il n'y aura plus jamais de seconde chance. L'estomac de Lucia se serra, ses pensées se bousculèrent. Si je reste, on peut me voir. Si je pars, elle va mourir. Je n'ai pas de force. Et si elle est dangereuse? Et si Dieu me punit si je la laisse là? Ce n'était pas de belles phrases. C'était le chaos brut d'une enfant qui avait vu trop tôt ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Puis au milieu de ce tumulte, une décision claire apparut.
Elle ne venait pas de la logique, elle venait du cœur. Les mains tremblantes, Lucia posa son sac. Elle s'agenouilla sur la terre fraîche. Elle se pencha vers la femme. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas que c'était une entrepreneure célèbre. Nommée Isabelle Dumont, propriétaire d'un puissant empire dans l'industrie du café. Pour elle, c'était simplement une femme qui allait mourir si elle s'en allait. Et cela lui suffit. Elle commença à creuser, à main nue, à retirer des poignées de terre avec ses ongles, à fouiller dans son sac pour trouver le vieux couteau avec lequel elle coupait habituellement des branches. Sans le savoir, en moins d'une minute, une enfant des montagnes de Val-de-Ca venait de franchir une ligne invisible. Elle avait cessé d'être spectatrice d'une injustice et était devenue la seule chance de vie d'une femme enterrée vivante. Lucia planta le couteau dans la corde avec des mains maladroites. Elle sentait la vieille lame glisser sur le nylon mouillé avant de commencer à le mordre réellement. Chaque fois qu'elle dérapait, elle se couvrait un peu plus de terre. Chaque fois que la pointe avançait de quelques millimètres, la femme poussait un soupir étouffé, mélange de soulagement et de douleur. L'enfant tirait la terre en arrière avec les coudes. Elle s'infiltrait sous ses ongles, dans ses yeux, dans sa bouche. Mais elle ne s'arrêtait pas. À cet âge, on se fatigue vite et pourtant il existe des peurs qui fonctionnent comme de l'essence. Quand enfin la corde céda dans un claquement sec, les bras de l'inconnu retombèrent lourdement sur les côtés comme s'ils n'avaient plus la force de soutenir leur propre poids. Avec ses petits doigts, elle commença à dénouer le chiffon qui serrait la bouche. Le tissu était humide. Il dégageait une odeur étrange, un mélange de médicaments ou d'alcool, mêlé à celle plus douce du sang séché. L'enfant dut tirer fort pour le desserrer. Quand enfin le chiffon se détacha, la femme aspira de l'air comme si elle n'en avait pas pris depuis des siècles. Un souffle rauque, douloureux, qui traversa la poitrine de Lucia. La femme toussa, cracha de la boue, ferma les yeux avec force. Puis, la voix en morceaux, elle prononça des mots que l'enfant n'oublierait jamais. « Ne laisse pas qu'elle croie que je suis morte, s'il te plaît. Ma propre sœur a ordonné qu'on m'enterre ici. » Elle avait dit sœur et enterrée dans la même phrase. Même si Lucia ne comprenait rien aux entreprises ni aux héritages, elle savait que cela n'était pas normal. Dans son monde où l'on possède peu, la famille est souvent la seule chose qu'on défend avec les ongles et les dents. Qu'une sœur envoie une autre dans un trou, c'était comme entendre que le ciel avait décidé de s'écraser sur la terre. La femme tenta de se redresser, mais la boue tirait vers le bas, lourde, froide. Lucia comprit que si elle la laissait là, même vivante, elle ne tiendrait pas longtemps. Elle regarda autour d'elle une dernière fois. Personne, seulement les collines, le vieux chêne. Et ce silence étrange qui apparaît quand quelque chose de grand se produit. « Aidez-moi, ne bougez pas. Je vous sors tout de suite », lâcha-t-elle d'une voix ferme qu'elle ne se connaissait pas. Les mots sortaient à peine, mais dans cette phrase minuscule, il y avait toute sa détermination. Elle se leva, ajusta le sac plus haut sur son dos et commença à tirer le corps comme elle le pouvait. La femme était bien plus lourde qu'elle. Chaque mouvement était une bataille. Lucia sentait ses vêtements collés à sa peau. La sueur brûlait les yeux. Sa respiration résonnait fort dans ses oreilles. Mais au fond d'elle, une certitude s'installait. Il n'y avait plus de retour en arrière. Isabelle, entre deux gémissements, tenta d'aider. Elle poussait avec les talons, griffait la terre avec les doigts. À chaque centimètre gagné, Lucia murmurait presque sans souffle. « Vous pouvez, tenez bon. » Et la femme, la voix encore râpeuse, répondait quelque chose qui dépassait le corps. « Tant que tu ne me lâches pas, je tiens. » Peu à peu, avec des gestes maladroits et douloureux, elle parvint à sortir complètement son corps du trou. Isabelle resta étendue sur la terre, trempée, couverte de boue, comme si elle venait de naître à nouveau par la partie la plus dure de la vie. C'est alors que Lucia prit la décision la plus risquée de toutes. Elle aurait pu la laisser là, courir jusqu'au village, crier qu'elle avait trouvé une femme enterrée vivante. D'autres auraient décidé, les autorités, les curieux, ceux qui arrivent toujours après la tragédie, mais veulent s'en attribuer le mérite. Mais l'enfant pensa à la petite maison de mère Magdalena, le toit en tôle, les murs usés et une seule certitude, personne n'y entrait sans qu'elle le veuille. Elle savait qu'elle allait peut-être lui crier dessus, qu'elles allaient se mettre dans un énorme pétrin, que peut-être celle qui avait fait ça viendrait réclamer sa morte. Malgré tout, elle s'accroupit, passa les bras sous les aisselles d'Isabelle et commença à la traîner. Un pas, puis un autre, puis encore un. Sur le sentier étroit menant à la route de terre, la femme gémissait doucement. Par moments, elle perdait connaissance. Par moments, elle ouvrait les yeux et posait des questions sans sens. Où elle était? S'il faisait nuit? Si quelqu'un les suivait? Lucia n'avait pas de réponse, mais une idée frappait sans cesse dans sa tête. Si je la laisse ici, je la tue moi-même. Si je l'emmène chez grand-mère, au moins, on essaie. Chaque pierre semblait une montagne, chaque mètre, une éternité. Le soleil s'éteignait et l'enfant continuait à tirer. Les mains avivées, la respiration coupée. Quand enfin,
Elle aperçut la silhouette de la petite maison de mère Magdalena découpée contre le coucher de soleil, un mélange de soulagement et de peur l'envahit. Elle savait que derrière cette porte, il y avait la chaleur du foyer. Mais elle savait aussi qu'en y entrant avec cette femme dans les bras, sa vie ne serait plus jamais la même. Et ici, sans ornement, c'est là que toi et moi entrons pleinement dans cette histoire. Combien de fois l'injustice passe près de nous et nous détournons le regard? Combien de fois entendons-nous un gémissement sous la terre sous forme de rumeurs, de violence, d'abus, de trahison et décidons que ce n'est pas notre affaire? Lucia, 9 ans, la peau couverte de gratinures, choisit le contraire. Et cette décision prise sur un sentier de Val-de-Ca ne sauva pas seulement une millionnaire trahie. Elle commença aussi, sans qu'elle le sache, à révéler la force immense qu'une enfant pauvre peut avoir pour changer le cours de ce qui semblait déjà écrit. Mère Magdalena soufflait sur le foyer quand elle entendit des pas traîner dehors, mêlés à un gémissement qui n'était ni celui d'un animal ni celui du vent. Elle sortit, le tablier encore à la main et ce qu'elle vit lui glaça le sang. Sa petite fille en sueur, couverte de boue de la tête aux pieds, traînait une femme adulte comme s'il s'agissait d'un sac cassé. Elle ne posa pas de questions tout de suite. Mère Magdalena n'était pas une femme de cris faciles, mais ses yeux s'ouvrirent grands avec ce mélange de frayeur et de colère que seules les grands-mères, ayant trop vu la pauvreté, savent exprimer. « Qu'est-ce que tu as fait, petite » souffla-t-elle presque sans voix. Lucia tenta d'expliquer tout d'un coup, les mots coincés entre la fatigue et la peur, mais Isabelle gémit à nouveau et la priorité s'imposa d'elle-même. Avec une force et une rapidité qui ne semblaient pas correspondre à son âge, mère Magdalena attrapa l'inconnue par le bras, la fit entrer dans la maison et l'allongea sur le lit de camp. La lampe à pétrole éclaira son visage gonflé, sa peau violacée, ses blessures ouvertes. Un silence tomba alors dans la pièce. Un silence lourd, presque respectueux. Celui qu'on garde quand on regarde quelqu'une qui revient du bord de la mort. Mère Magdalena ajusta ses lunettes, mouilla un chiffon et commença à nettoyer le visage de la femme. Ce n'était pas un accident, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'enfant. Lucia, vidée de force, s'appuya contre le mur. Elle observa les mains ridées de sa grand-mère travailler avec soin mais avec fermeté. Elles ôtaient la boue, révélaient des coups plus profonds, retiraient de petits fragments de terre collés aux coupures. La vieille radio, le seul luxe de cette petite maison de tôle et de bois, restait allumée à faible volume. Quand la voix des informations changea de ton, Lucia n'y prêta pas attention. Elle était trop inquiète pour la femme étendue sur le lit. Mais mère Magdalena, dont l'oreille savait reconnaître les nouvelles importantes, redressa brusquement la tête. Le présentateur parlait avec cette solennité réservée aux gens puissants. Aujourd'hui, dans la capitale centrale, a eu lieu la cérémonie funéraire de Madame Isabelle Dumont, présidente du groupe Dumont, une figure reconnue de l'industrie du café. Ses restes ont été enterrés ce matin au Panthéon central en présence de proches, de fonctionnaires et de grandes entrepreneuses. Mère Magdalena se figea. Elle regarda la femme qui respirait difficilement sur le lit, puis la radio, puis encore la femme, comme si elle attendait que la nouvelle se corrige toute seule. Mais elle ne se corrigea pas. Elle répétait qu'elle était morte, que des milliers l'avaient pleurée, que tout le pays était en deuil. C'est alors que l'inconnu ouvrit les yeux avec un filet de voix venu du plus profond d'elle. Elle murmura. Elles ne m'ont pas enterré là-bas, elles m'ont enterré ici dans la montagne. Ma sœur Diane a tout planifié. Les mots tombèrent lourds comme des pierres jetées dans un puits. Mère Magdalena serra les lèvres, retenant le tremblement de sa main. La femme allongée sur leur lit n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'une que la moitié du pays croyait morte. Et si celle qui avait organisé tout cela pensait qu'elle était enterrée, elle cesserait de chercher. Personne ne viendrait les sauver à part elle. La petite maison se remplit alors d'un nouveau silence. Un silence différent, pas celui de la peur, celui de la compréhension. Elle venait d'entrer dans quelque chose de trop grand, quelque chose capable de transformer leur vie ou de les briser. Mère Magdalena inspira profondément, puis dit simplement « Elle est déjà ici. Et tant qu'elle respire, on s'en occupe. Après, on verra quoi faire. » Lucia la regarda, partagée entre le soulagement et la peur. Elle comprit que sa grand-mère venait, sans le chercher, de sceller un pacte qui changerait leur vie à jamais. Les jours suivants passèrent comme passent les choses auxquelles personne n'est préparé. Lent à l'extérieur mais accéléré à l'intérieur. Isabelle dormait par courtes périodes. Sa respiration était difficile. La fièvre montait puis redescendait entre lucidité et confusion. Elle murmurait des phrases décousues, des contrats, des noms, des comptes, des trahisons que Lucia ne comprenait pas, mais que mère Magdalena écoutait les sourcils froncés. Parfois, elle se réveillait en sursaut comme si elle sentait encore la terre sur sa poitrine. Dans ces moments-là, Lucia s'approchait, lui donnait de l'eau, lui soutenait la tête maladroitement, avec une tendresse qu'aucun hôpital n'aurait pu offrir. Parfois, entre deux délires, Isabelle agrippait le bras de l'enfant et murmurait « Ne me laisse pas ». Lucia avalait sa salive. Elle ne savait pas quoi répondre.
Elle ne comprenait pas pourquoi une adulte riche et puissante avait besoin d'elle, une gamine sans chaussures complètes. Chaque jour apportait aussi une inquiétude nouvelle. Si Diane croyait sa sœur morte, se contenterait-elle? Vérifier que la tombe était bien fermée? Mère Magdalena, qui connaissait la méchanceté aussi bien que les recettes du foyer, savait que celles qui agissent sans scrupule ne laissent jamais de fil pendant. C'est pourquoi elle parlait peu, observait beaucoup et gardait la porte verrouillée même en plein jour. Tout changea un matin. Lucia, sans prévenir, décida de retourner à l'endroit du trou. Elle voulait s'assurer que personne n'avait suivi de traces, que rien ne révélait leur passage. Elle marcha vite, le cœur serré. Arrivée près du chêne, elle sentit son estomac se nouer. Le trou était plus profond, comme si la pluie l'avait encore élargi. Et sur la terre, quelque chose brillait faiblement entre les feuilles. Un bouton noir, celui d'un costume fin avec de petites lettres gravées en métal. Ça ne semblait rien. Mais quand Lucia le ramassa, un frisson la traversa. C'était trop élégant pour cet endroit, trop urbain, trop semblable à ce qu'elle avait vu sur la femme qu'elle avait sortie du trou. Elle glissa le bouton dans la poche de son maillot et courut vers le village, sachant sans le comprendre encore que ce petit morceau de métal comptait. Mais le destin lui réservait une autre pièce du puzzle. Sur la route, elle croisa tante Teresa, la mécanicienne du village, une femme marquée par le soleil, au regard profond, aux mains puissantes. Lucia hésita puis parla tout d'un coup, essoufflée. À mesure qu'elle racontait, le visage de tante Teresa changeait. Surprise, indignation, puis une rage contenue. « Isabelle Dumont, vivante !» murmura-t-elle comme un secret resté coincé trop longtemps dans sa gorge. Elle expliqua alors qu'elle avait travaillé toute sa vie dans l'usine de café, qu'elle avait dénoncé l'adultération du café, qu'elle avait été licenciée et humiliée pour avoir dit la vérité. « Je savais que sa sœur faisait des choses sales, dit-elle. Mais jamais je n'aurais imaginé ça. » Et là, au milieu de la route de terre, entre l'odeur de poussière et de vieux moteurs, tante Teresa prit une décision. Elle accompagnerait Lucia jusqu'à la maison de mère Magdalena. Pas par curiosité, pas par morbidité, mais parce qu'elle savait une chose, quand la vérité se présente ainsi, nue et terrifiée, elle a besoin de mains courageuses pour ne pas être enterrée une seconde fois. Quand elles franchirent la porte de la petite maison et qu'Isabelle, encore pâle, la reconnut depuis le lit, les quatre, l'adulte, la grand-mère, l'enfant et la travailleuse, comprirent qu'elle n'était plus de simples témoins d'une injustice. Qu'elle le veuille ou non, elle venait de devenir une petite résistance, fragile mais déterminée, chargée de soutenir la vérité face au monde. La nuit où elles prirent la décision de retourner à l'usine de café faisait partie de ces nuits que le vent semble annoncer à l'avance. Depuis des heures, l'air sentait l'orage, une odeur dense et lourde, comme si le ciel lui-même pressentait ce qui allait se jouer. Isabelle marchait encore avec difficulté, obligée de s'appuyer parfois contre le mur lorsque la fièvre remontait, mais elle refusa catégoriquement d'attendre un jour de plus. Chaque heure perdue, disait-elle, donnait à Diane l'occasion d'effacer des preuves, de déplacer de l'argent, de maquiller tout ce qui devait l'être pour que la vérité ne puisse plus jamais être prouvée. Mère Magdalena tenta de s'y opposer. Elle répétait qu'une femme tout juste arrachée à la mort ne devait pas sortir par une nuit pareille sous la pluie dans les montagnes. Mais Isabelle savait que si elle laissait passer cette nuit, sa sœur enterrait la vérité avec bien plus de soin qu'elle n'en avait mis à l'enterrer elle. Tante Teresa, dont le regard portait les traces de trahisons anciennes, lui donna raison sans hésiter. L'usine était truffée de caméras, d'entrepôts, de bureaux et de recoins que Diane connaissait parfaitement. Pourtant, il existait un endroit que presque tout le monde avait oublié, un ancien sous-sol utilisé autrefois pour stocker des registres et de vieilles bandes de caméras de sécurité. Une pièce humide abandonnée depuis les rénovations où le temps semblait s'être arrêté. Tante Teresa conservait encore la clé comme on garde un souvenir ou un avertissement et elle savait que si des preuves réelles existaient, adultération, blanchiment ou même tentative de meurtre, elle ne serait jamais dans les bureaux modernes. Mais là-dessous, accessible seulement à une vieille ouvrière que plus personne ne remarquait. Elles quittèrent la maison au moment où la pluie commençait à tomber en grosses gouttes, lourdes, frappant la terre comme un avertissement. Lucia voulut les accompagner. Elle s'accrocha à la chemise d'Isabelle, insistant sur le fait qu'elle connaissait le chemin mieux que quiconque, suppliant qu'on la laisse venir. Isabelle posa alors ses mains sur ses épaules et la regarda droit dans les yeux. Un regard où l'enfant percevait désormais une affection sincère mêlée à un poids immense de responsabilité. D'une voix basse mais ferme, elle lui dit qu'elle avait déjà fait bien plus que ce que n'importe qui aurait fait et qu'elle ne la mettrait pas en danger une fois de plus. Lucia serra la mâchoire, partagée entre frustration et peur, mais elle n'insista pas. Parfois, le courage consiste aussi à savoir s'arrêter. Elle resta sur le seuil, observant les deux femmes s'éloigner entre les arbres, devenant peu à peu des ombres secouées par le vent. Le chemin vers l'usine était presque désert. Personne de raisonnable ne sortait lorsque la montagne se déchaînait ainsi. Les lumières des maisons n'étaient plus que de faibles points jaunes au loin et le grondement du tonnerre faisait vibrer le sol sous leurs pas.
Lorsqu'elles atteignirent la grille de service, elles étaient trempées, frigorifiées, mais portées par cette détermination qui naît lorsque l'injustice a frôlé. De trop près pour être ignorée. Tante Teresa ouvrit la porte avec des mains étonnamment stables malgré le froid. Elle connaissait chaque couloir, chaque angle mort. Elles avancèrent courbées, collées au mur, évitant les zones éclairées par les lampes extérieures jusqu'à atteindre un passage étroit qui sentait le métal rouillé et l'humidité. Au fond, dissimulée derrière des caisses et des outils oubliés, se trouvait une vieille porte grise, l'entrée du sous-sol. Quand Teresa inséra la clé et tourna, le clic du cadenas résonna bien plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Elles s'immobilisèrent, retenant leur souffle comme si le silence pouvait encore les protéger. En ouvrant la porte, une odeur de renfermé les frappa de plein fouet, bois humide, câbles brûlés, poussière ancienne. Et dans cette obscurité épaisse, figée hors du temps, commençait l'un des moments les plus difficiles, mais aussi les plus nécessaires de toute cette histoire. Quand la porte se referma derrière elle et qu'elles furent enveloppées par la pénombre du sous-sol, le silence devint si épais qu'on aurait presque pu le mâcher. Isabelle sentit l'air lui peser dans les poumons. Pendant un instant, les images revinrent. La terre sur son visage, l'obscurité du trou, cette sensation que le monde s'éteignait lentement. Elle porta une main à sa poitrine, s'obligeant à respirer. Tante Teresa, qui l'observait du coin de l'œil, posa alors une paume ferme sur son épaule. Ce n'était pas pour l'arrêter, mais pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Dans ce geste simple se rejoignaient deux mondes qui ne se mêlent jamais d'ordinaire, celui de la patronne et celui de la travailleuse. Désormais, elles partageaient le même ennemi et surtout la même vérité à défendre. La lumière de la torche enveloppée dans un sac plastique pour en atténuer l'éclat balaya les murs écaillés. Autour d'elle, il y avait de vieilles caisses, des classeurs rouillés, des rouleaux de câbles et des papiers jaunis jetés là comme si quelqu'un avait voulu cacher des choses sans prendre le temps de le faire correctement. Teresa ouvrit d'un coup un meuble métallique. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des bandes et plusieurs disques durs anciens. Elle pensa à tout ce que sa sœur avait déjà pu effacer, manipuler ou détruire, mais la travailleuse secoua lentement la tête. Le nouveau, oui, elles l'ont vérifié, murmura-t-elle. Le vieux, ce que personne ne croit encore utile, c'est toujours ça qui finit par sauver la vérité. Elles fouillèrent dans la poussière pendant de longues minutes qui semblèrent s'étirer à l'infini. Puis quelque chose attira l'attention d'Isabelle. Une caisse en plastique bleu scellée avec un ruban transparent sur lequel une date avait été inscrite au marqueur noir. 3 mois plus tôt, juste au moment où avaient commencé les discussions avec Diane pour le contrôle de l'entreprise. En la rapprochant de la lumière, elles comprirent que ce n'était pas une caisse ordinaire. Elle était plus lourde, comme si elle contenait bien plus que de simples papiers. Teresa l'ouvrit avec précaution. Ce qu'elles découvrirent leur noua l'estomac, un disque dur enveloppé dans du plastique, 2 clés USB et un petit carnet de ceux qu'une comptable utilise pour noter ce qu'elle ne doit surtout pas oublier. Isabelle ouvrit le carnet avec des mains tremblantes. Elle parcourut les pages remplies de chiffres, de sigles et de montants qu'elle reconnaissait trop bien, même si elle aurait préféré ne pas les voir. C'étaient des preuves brutes, sans maquillage, mouvements financiers illégaux, achats fictifs, entrées d'argent incohérentes, effectuées au nom d'employés inexistantes. Et entre les pages, presque collé à la reliure, se trouvait un papier plié. Une seule phrase y était écrite à la main. « S'il m'arrive quelque chose, la vérité est ici. » L'écriture était celle de Gabrielle, l'une des comptables que Diane avait licenciée sans la moindre explication quelques mois plus tôt. Isabelle sentit un coup sec dans la poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de sa propre trahison. D'autres avaient essayé de parler avant elle et on les avait réduites au silence. À cet instant, un bruit sec retentit au-dessus d'elle comme le claquement d'une lourde porte d'entrepôt. Les deux femmes se figèrent. Teresa éteignit la torche immédiatement. Dans l'obscurité, elles entendirent des pas, lents, lourds, assurés. Ce n'étaient pas ceux d'une gardienne en ronde, ni de quelqu'une passant par hasard. C'étaient les pas de quelqu'une qui savait exactement où elle allait. Isabelle avala sa salive, serrant la caisse contre sa poitrine. Teresa la saisit par le bras et murmura, presque inaudible, « Elles ne nous laisseront pas sortir par la même porte. » La tension devint si forte que le silence lui-même semblait prêt à se briser. Et à cet instant précis, la caisse serrée contre elle, le cœur battant comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine, Isabelle comprit que ce sous-sol ne renfermait pas seulement des preuves. Il abritait aussi la dernière chance de sauver son nom, son entreprise et la vie de celle qui avait choisi de l'aider. Dans cette obscurité totale, quelque chose s'alluma pourtant en elle. Une étincelle minuscule, mais aussi puissante que celle qu'elle avait ressentie le tout premier jour où elle avait fondé son entreprise. La conviction que même si sa sœur voulait l'enterrer, elle ne laisserait pas la vérité mourir avec elle. La fuite commença comme commencent les choses qui décident du cours d'une vie, avec un seul instant qui se brise. En haut, les pas se multiplièrent. Ils n'étaient plus lents ni calculés. Ils étaient fermes, urgents, comme ceux de quelqu'une qui avait reçu un ordre clair. Teresa prit Isabelle par le bras et la tira vers un coin où se trouvait une vieille étagère métallique chargée de dossiers humides.
Elle la déplaça avec la force de celle qui avait passé sa vie à porter des barriques. Derrière apparut un trou dans le mur, un passage improvisé qui avait autrefois servi à faire passer des câbles, à peine assez large pour qu'une femme penchée puisse s'y faufiler. « Par ici » murmura-t-elle. Isabelle n'eut pas le temps de poser la moindre question. Elle se baissa aussitôt et entra, serrant la caisse contre elle comme si elle portait le cœur de quelqu'un d'autre. Quelque chose qu'elle ne pouvait absolument pas laisser tomber. Le tunnel sentait le vieux béton et les histoires qu'on avait enfouies là pour qu'elles ne soient jamais découvertes. À chaque pas, le sol craquait, produisant un bruit qui leur semblait scandaleusement fort. En haut, un coup résonna, puis un autre, puis encore un, comme si des portes cédaient sous des coups de pied répétés. Le passage débouchait sur une pièce plus petite, sans fenêtre, à peine éclairée par une fissure en hauteur laissant passer un mince filet de lumière extérieure. Isabelle s'adossa au mur et inspira profondément pour ne pas s'évanouir. La douleur qu'elle traînait depuis que Lucia l'avait tirée du trou s'intensifiait à chaque effort. « Tu vas bien » murmura Teresa. Isabelle ferma les yeux une seconde. « Non » admit-elle enfin, mais vivante grâce à cet enfant. « Je ne vais pas me rendre ici. » C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots avec une telle clarté. Peut-être que la proximité de la mort l'avait obligée à regarder l'essentiel. Une enfant pauvre l'avait sauvée sans rien demander et une travailleuse licenciée risquait maintenant sa vie uniquement parce que la vérité méritait d'être défendue. Ce mélange de gratitude et d'indignation la maintint debout. Teresa chercha une issue, palpant les murs dans le silence jusqu'à ce que ses doigts rencontrent un bord irrégulier, un panneau de bois sec. Elle poussa fort. Le panneau céda. De l'autre côté se trouvait une vieille échelle menant à l'arrière de l'entrepôt, cette zone négligée où l'on déposait seulement des outils usés et des déchets oubliés. Mais avant de sortir, un son particulier les cloua sur place, des aboiements. Ce n'était pas un hasard. Les femmes qui les traquaient n'improvisaient pas. Elles avaient amené des chiens pisteurs. Et cela signifiait une chose claire, le temps était désormais leur pire ennemi. « Il faut bouger maintenant » dit Teresa. Même si Isabelle pouvait à peine poser le pied droit au sol, elle grimpa à l'échelle en s'appuyant sur la rampe rouillée. Dehors, le vent de l'orage lui fouetta le visage comme une gifle. La pluie commençait à tomber en rafales, faisant clignoter les lumières des poteaux. Au loin, on distinguait des ombres avançant avec des torchers. Par là, l'eau effacera nos traces. Isabelle hocha la tête. Toutes deux s'enfoncèrent dans les herbes détrempées. Le froid leur pénétra les os, mais elles n'avaient pas le luxe de le ressentir. La caisse qu'Isabelle portait pesait comme si elle était remplie de pierres. Pourtant, elle savait qu'elle contenait bien plus que cela. Elle renfermait la seule arme véritable contre la femme qui avait tenté de la tuer. Elles avancèrent courbées, pataugeant dans l'eau glacée. Pour la première fois, Isabelle comprit l'absurdité absolue de la vie, une sœur, une entreprise, un nom prestigieux. Rien de tout cela ne comptait quand ta respiration dépend simplement de ta capacité à atteindre une cachette improvisée. Les tonnerres grondaient comme si le ciel se déchirait. À chaque éclair, les silhouettes des poursuivantes apparaissaient plus nettes. Au cœur de ce chaos, Isabelle pensa à Lucia, à ses petites mains creusant la boue. À son obstination silencieuse, à cette innocence qui lui avait sauvé la vie. Elle se promit que si elle survivait à cette nuit, elle ne récupérerait pas seulement son nom. Elle protégerait aussi l'enfant qui, sans le savoir, avait réécrit son destin. Quand enfin elles atteignirent le bord de la rivière, l'eau coulait trouble, entraînant branches et feuilles comme si elle fuyait aussi quelque chose. Teresa s'avança pour tâter la rive. La boue était si glissante qu'elle faillit tomber, mais elle parvint à se maintenir. Isabelle arriva derrière elle, la respiration entrecoupée, sentant chaque battement de son cœur comme un coup sec contre ses tempes. À peine posait-elle le pied dans la boue que ses souvenirs se bousculèrent comme si la terre voulait la réclamer une fois encore. Le poids du sable sur sa poitrine, l'odeur d'humidité mêlée à la peur, l'impuissance d'avoir la bouche bâillonnée et de ne pas pouvoir crier. Pendant un instant, elle resta paralysée. Teresa s'en rendit compte. Elle la tira brusquement par le bras avec un geste rude mais nécessaire. « Ne me lâche pas maintenant » grogna-t-elle avec cette dureté protectrice que seules ont les femmes marquées par la vie. « Tu ne meurs pas deux fois. » Isabelle cligna des yeux. Elle avala sa salive et reprit sa marche. Le courant frappait avec force comme s'il voulait la repousser vers la rive d'où les chiens hurlaient de plus en plus près. De l'autre côté de la rivière, un buisson dense formait une bande de terre que peu de gens traversaient, territoire de vipères et d'épines. Mais pour deux femmes fuyant pour leur vie, c'était la seule issue. Teresa avançait en tête, écartant les arbustes à main nue, ignorant les coupures qui s'ouvraient sur ses bras. Isabelle la suivait, cherchant l'équilibre entre la nécessité de ne pas lâcher la caisse et celle de ne pas perdre pied. Derrière elle, les aboiements devinrent plus forts, bientôt accompagnés de voix criant des ordres. La pluie, loin de ralentir leur poursuivante, semblait leur donner de l'élan. À chaque éclair, la scène s'illuminait une seconde, des ombres courant, des arbustes secoués, l'eau teintée de rouge par le reflet de la foudre. À un moment, Isabelle glissa. Elle tomba à genoux.
Le choc lui arracha un grognement que le vent porta aussitôt. La caisse faillit lui échapper des mains. Pendant un instant, elle sentit le vertige de l'abîme. Si elle la perdait, elle perdait tout. Elle s'y accrocha avec ongles et dents. Teresa revint immédiatement. Elle la souleva d'un bras et la poussa en avant. « Tiens bon, Isabelle, il ne reste pas beaucoup. » Mais pas beaucoup est un mot étrange. Quand on court vers la vie ou vers la mort, chaque pas semble une éternité. Dans l'obscurité, une torche s'alluma derrière elle. Un faisceau de lumière fendit la pluie comme une lame. Elles sont là. Isabelle sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Elles accélérèrent. La rivière restait derrière elles. La végétation les engloutissait. Les branches se brisaient sous leurs pas. Et alors, à travers un nuage de fumée surgissant du bois à gauche, apparut une petite silhouette à peine visible dans l'orage. Lucia, les cheveux collés au front, un imperméable trop grand pour elle. Elle s'était échappée de la maison sans que mère Magdalena l'entende. Dans sa main, elle tenait quelque chose qui ressemblait à une vieille bouteille. Un chiffon dépassait du goulot. Elle l'alluma avec un briquet rouillé et la lança vers la montagne d'où arrivaient les femmes. Le feu explosa. Un éclat orange, un hurlement de lumière. Les poursuivantes furent désorientées. L'enfant cria par ici, et s'élança dans la direction opposée. Cet instant changea tout. Isabelle sentit un mélange d'horreur et de gratitude qui faillit la faire vaciller. Cette petite, qui devrait être à l'abri près du foyer, risquait encore sa vie pour elle. Teresa la regarda sans respirer, comme si elle voyait passer un fantôme courageux. Les femmes se détournèrent, confondues par le feu et par la silhouette courant ailleurs. Isabelle et Teresa profitèrent du chaos. Elles se dirigèrent vers un vieux quai en bois dissimulé entre les roseaux. Là, sous une bâche usée, reposait une petite barque au moteur fatigué. C'était celle d'Honorata, la pêcheuse du village. Mère Magdalena l'avait prévenue lorsqu'elle avait vu l'enfant s'échapper sous l'orage. Honorata démarra le moteur sans dire un mot. Isabelle, Teresa et l'enfant montèrent dans la barque pendant que la pluie les frappait comme des aiguilles. Le moteur toussa, hésita, puis rugit juste assez pour entraîner l'embarcation vers la vallée. La barque disparut peu à peu dans la brume. Quand les lumières des poursuivantes restèrent loin derrière elle, Isabelle regarda Lucia assise, tremblante, trempée. Ses yeux noirs brillaient dans l'obscurité. Elle ne dit rien. Sa main se posa simplement sur l'épaule de l'enfant. Dans ce contact se trouvait la reconnaissance, la gratitude et ce lien invisible que la vie crée parfois entre des êtres qui dans un autre monde ne se seraient jamais rencontrés. Pendant que la barque s'éloignait, la rivière semblait emporter non seulement l'eau, mais aussi la peur qui les accompagnait depuis leur entrée dans le sous-sol. Et là, au cœur d'un orage qui semblait fendre le ciel, Isabelle comprit que la lutte pour la vérité n'était plus seulement la sienne. Elle appartenait à toutes celles qui avaient refusé de détourner le regard quand le monde avait voulu enterrer une innocente. Et cela, à cet instant précis sous l'averse, fut la seule chose qui lui rendit un peu d'espoir. La barque avança sur la rivière à grands coups pendant presque une heure, avalant des kilomètres d'eau et d'obscurité pendant que le son du moteur se perdait au milieu de l'averse. Quand enfin l'orage s'apaisa assez pour voir au-delà de quelques mètres, Honorata réduisit la vitesse. Et leur fit signe de se taire. La rivière s'élargissait et de chaque côté, les lumières lointaines de petites maisons riveraines clignotaient comme des lucioles fatiguées. Elles ne pouvaient arriver à aucune communauté connue. Diane avait des yeux et des oreilles dans trop d'endroits. C'est pourquoi la pêcheuse dirigea la barque vers un bras caché, un canal étroit entouré de joncs qui semblaient former des murs naturels. Là, enfin, le moteur s'éteignit. Le silence qui resta n'était pas un silence tranquille. C'était un silence dense, chargé d'attente, comme si la rivière elle-même retenait son souffle. Isabelle se laissa tomber assise, serrant toujours la caisse contenant l'épreuve, sentant comment le poids symbolique de cet objet lui tendait les bras. Teresa passa la main sur son visage essuyant la boue mêlée à la sueur, puis regarda l'entrepreneuse comme pour lui assurer que le danger immédiat était passé, même si elles savaient toutes deux qu'elles étaient encore loin d'être en sécurité. Honorata sortit une vieille couverture du fond de la barque et la posa sur ses épaules, l'enveloppant avec une urgence presque maternelle. Dans la pénombre, l'enfant regardait le tentant de dissimuler le tremblement de ses lèvres. Elle avait été courageuse, oui, mais elle avait aussi peur et son petit corps ne pouvait pas masquer cette vérité bien longtemps. Isabelle l'observa, la gorge nouée. Elle s'approcha légèrement, sans dire un mot, effleura son épaule du bout des doigts. Ce fut un geste minuscule, presque timide. Mais l'enfant leva les yeux et pour la première fois, depuis que tout ce cauchemar avait commencé, leurs regards se rencontrèrent sans fumée, sans terre, sans urgence. Seulement deux êtres humains se reconnaissant au milieu d'un destin improbable. Le silence se brisa quand Honorata, d'une voix sèche et sans ornement, dit que ce qu'elle transportait là n'était pas seulement une preuve, c'était une guerre. Elle avait raison. Cette caisse froide, mouillée, lourde était une arme capable de faire tomber une femme puissante, mais aussi de mettre en danger celle qui la possédait. Isabelle le savait et pourtant, elle n'hésita pas. Elle ouvrit le couvercle devant elle,
révélant le disque dur, les clés USB et le carnet couvert d'annotations. Teresa serra les lèvres, retenant le mélange de rage et de soulagement qui la traversait. Lucia se pencha en avant pour mieux voir, les yeux ronds comme des assiettes. Et ce fut là, dans cette barque immobile entre les joncs qu'Isabelle révéla le reste. Compte bancaire détourné. Laboratoire clandestin où elles adultéraient le café avec des produits chimiques bon marché. Paiement fantôme, achat auprès d'entreprises inexistantes. Tout avait été orchestré par Diane et un petit groupe d'associés qui avaient décidé de traiter l'entreprise familiale comme une vache mourante. « Elle m'a tout pris », murmura Isabelle. « Mais ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qu'elle m'a volé, c'est ce qu'elle a détruit, la confiance. » Teresa, licenciée pour avoir dénoncé ces mêmes pratiques, baissa la tête et passa ses mains sur son visage. « Je n'étais pas folle, alors, murmura-t-elle. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais personne ne voulait m'écouter. » Isabelle la regarda, cette fois avec un respect qu'elle ne lui avait jamais accordé lorsqu'elle était son employée. « J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû t'écouter à temps. » Il n'y avait aucun reproche dans sa voix, seulement du regret et la reconnaissance silencieuse que le monde ne change pas seulement avec le pouvoir, mais aussi avec l'humilité. Lucia, la couverture toujours sur les épaules, demanda d'une voix basse, « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, madame ?» Isabelle la regarda comme on regarde une fille qu'on ignorait avoir. « Maintenant, Lucia, maintenant nous allons faire ce que la vérité exige, confier cela à quelqu'une qui ne peut pas être achetée. » Honorata hocha la tête. Elle connaissait quelqu'une, un contact dans la capitale centrale, une ancienne contrôleuse du gouvernement, une femme qui haïssait la corruption plus que tout. C'était un pari risqué, mais toutes les autres options étaient pires. La rivière recommença à glisser sous la barque quand Honorata ralluma le moteur. L'embarcation avança lentement, presque sans bruit, comme si l'eau elle-même comprenait le poids de ce qu'elle transportait. Et tandis que l'horizon commençait à s'éclaircir lentement, Isabelle, trempée, blessée, mais le regard plus ferme que jamais, comprit que la lutte n'était plus seulement la sienne. Elle était pour Gabrielle, la comptable qui avait laissé cette note. Pour Teresa, pour Lucia, pour toutes celles qui avaient payé le prix de la vérité. Et peut-être, seulement peut-être, était-ce aussi une lutte pour récupérer quelque chose qu'elle avait perdu bien avant d'être enterrée vivante, sa propre humanité. Le voyage vers la capitale centrale dura 2 jours entiers. 2 jours où chaque minute sembla suspendue entre l'espoir et la peur. Par moments, elles avançaient par des routes secondaires dans une vieille camionnette qu'Honorata avait empruntée. À d'autres moments, elles devaient s'arrêter, le moteur calant ou un barrage improvisé les obligeant à faire un détour. Lucia, assise à l'arrière avec la couverture toujours sur elle, observait le monde défiler avec un mélange d'émerveillement et d'épuisement. Elle n'était jamais allée aussi loin de sa communauté. Chaque bâtiment, chaque panneau lumineux lui semblait appartenir à un autre univers. Isabelle, assise à côté d'elle, gardait la caisse sur ses genoux comme on tient un nouveau-né. Elle ne la lâchait même pas pour dormir. Et lorsque le sommeil la gagnait quelques minutes, elle se réveillait en sursaut comme si elle craignait que les mêmes mains qui l'avaient enterrée reviennent lui arracher la vérité. Teresa conduisait la mâchoire serrée, les yeux fixés sur la route, méfiante envers chaque ombre. Elle avait passé sa vie à obéir, à se taire, à ne pas attirer l'attention. Mais là, les mains sur ce volant usé, elle sentait quelque chose de nouveau. La certitude que sa voix allait enfin peser plus lourd qu'un nom de famille. Honorata, assise à côté d'elle, surveillait les rétroviseurs comme si derrière chaque véhicule pouvait surgir la longue main de Diane. Elle était habituée aux dangers de la rivière, pas à la chasse menée par des femmes influentes, mais elle ne recula pas une seule seconde. Parfois, elle regardait Lucia dans le rétroviseur et on sentait que cette simple vision lui donnait de la force, comme si cet enfant était le rappel le plus pur de la raison pour laquelle il fallait continuer. Les nuits où elle s'arrêtait chez des connaissances, des gens humbles, discrets, loyaux, Isabelle racontait davantage de son histoire. Elle parlait sans ornement, sans la voix de l'entrepreneuse sûre d'elle, mais avec la vulnérabilité de quelqu'une qui avait vu les 2 faces de la vie. Elle confiait ce que seule une femme trahie peut dire, comment sa sœur avait peu à peu pris le contrôle des décisions, manipulé les assemblées, isolé Isabelle de l'entreprise qu'elles avaient bâtie ensemble. « Je voulais lui faire confiance », disait-elle. « Je voulais croire que c'était le stress, qu'elle cherchait seulement à nous protéger. Je n'imaginais pas qu'elle préparait tout pour garder ce qui n'était pas à elle. » Lucia l'écoutait en silence, le cœur serré. Pour elle, le mot sœur signifiait autre chose. Les récits de sa grand-mère, l'idée que dans la pauvreté, on ne survit qu'en restant soudé. C'est pourquoi elle avait tant de mal à comprendre comment quelqu'une du même sang pouvait transformer sa propre sœur en une ennemie aussi féroce. Dans un de ses repos nocturnes, pendant que Lucia essayait de s'endormir sur une natte, Isabelle s'assit à côté d'elle. L'entrepreneuse avait la peau marquée de bleu, les mains bandées et une fatigue qui la vieillissait d'années. Pourtant, ses yeux avaient une clarté différente, celle de quelqu'une qui venait de trouver une raison de continuer à marcher. « Lucia » dit-elle à voix basse pour ne pas réveiller les autres. « Quand j'étais sous terre, je pensais que tout était fini.
Mais tu es arrivé. L'enfant bougea mal à l'aise, ne sachant que faire d'une gratitude si immense. Isabelle continua. Je ne sais pas comment je vais te payer quelque chose comme ça, mais je te promets que je ne vais pas laisser que tout ceci soit en vain. Lucia la regarda avec ses yeux noirs si intenses qu'il semblait tout garder. Vous n'avez pas à me payer quoi que ce soit, madame. Faites seulement en sorte qu'elle ne nous tue pas. Isabelle laissa échapper un soupir. C'est pour ça qu'on va voir cette contrôleuse. Si elle donne le feu vert, si elle publie ses fichiers, elles ne pourront plus nous cacher. L'aube du 3e jour les reçut avec un ciel orangé sur les collines qui entourent l'entrée de la capitale. Dès que la camionnette commença à descendre par les avenues les plus fréquentées, Isabelle sentit un frisson familier. Être là où avant on la cherchait pour des interviews, des réunions et des honneurs, mais revenir maintenant presque clandestinement, cachée, était un rappel brutal de la façon dont la vie peut se retourner en une seconde. Teresa manœuvrait dans la circulation pendant qu'Honorata leur indiquait un quartier modeste où vivait l'ex-contrôleuse, une femme retirée du service à cause de menaces qu'elle n'avait pas pu ignorer. Quand elles se garèrent devant sa maison, Isabelle inspira profondément, serra la caisse et pour la première fois depuis des jours se vit dans un rétroviseur. Une femme blessée, barbe, cheveux en désordre, yeux creusés, et une détermination si intense qu'elle semblait la tenir debout contre toute logique. Elles frappèrent à la porte. Une femme mince, aux cheveux blancs et au regard méfiant, entr'ouvrit à peine. Isabelle dit son nom. Le visage de la contrôleuse changea. Elle ne passa pas de la méfiance à l'affection, mais de la méfiance à une surprise profonde, presque à l'horreur. « Mais vous êtes morte. » Isabelle soutint son regard. « Non, madame, pas encore. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à ce que je ne le sois pour personne d'autre. » Il y eut un long silence, un silence qui semblait peser la valeur de tout ce qui se jouait ici. La contrôleuse ouvrit enfin complètement, fit signe d'entrer et dit « Entrez, ce que vous apportez peut incendier ce pays. » Et là, sur ce seuil humble, Isabelle sentit quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis qu'on l'avait enterrée. Pour la première fois, la vérité avançait et rien ni personne n'allait l'empêcher d'aller jusqu'à la lumière. La contrôleuse, Estelle Moreau, une femme qui avait vu plus de corruption qu'un seul cœur ne devrait emporter, les conduisit dans un salon étroit. Les meubles étaient vieux mais propres et un bureau couvert de documents donnait l'impression que le travail ne s'arrêtait jamais. Elle ferma les rideaux, éteignit les lumières inutiles et laissa seulement une lampe jaune allumée, donnant à la pièce un air presque confessionnel. Teresa resta debout près de la porte comme si tout son corps disait clairement que personne n'entrerait là sans permission. Honorata s'assit en silence, portant sur les épaules la fatigue de celle qui a ramé contre le courant pendant des jours. Lucia, assise au bord d'un fauteuil, regardait tout avec ce mélange étrange de peur et de curiosité qu'ont les enfants lorsqu'elles sentent qu'elles assistent à quelque chose de grand. Mais l'attention d'Estelle ne quitta pas Isabelle. « Je veux entendre votre histoire complète, » dit-elle. « Mais avant, montrez-moi ce que vous apportez. » Isabelle posa la caisse sur la table comme on dépose un cœur, un secret ou une bombe. Estelle ouvrit le couvercle lentement. Elle examina un à un le disque dur, les clés, le carnet à noter, la lettre cachée de Gabriel. À chaque objet, son visage se durcissait comme si elle se préparait intérieurement à ne pas se briser. Puis elle écouta. Et Isabelle parla. Elle parla pendant des heures sans s'arrêter, sans adoucir quoi que ce soit. Elle raconta le trou, le chiffon dans la bouche, le poids de la terre, la voix de Diane disant que personne ne la trouverait. Elle raconta la comptable disparue, les années de manipulation, les comptes détournés, le café mélangé avec des produits chimiques bon marché, les clientes trompées et la honte qu'elle ressentait en découvrant comment on avait utilisé son entreprise pour blanchir de l'argent. Et quand sa voix se brisa en évoquant Lucia la tirant du trou avec ses petites mains pleines de boue, personne dans la pièce ne la regarda avec pitié. Elle la regardait avec respect, comme une femme qui enfin avait cessé de se cacher, même d'elle-même. Quand elle eut terminé, Estelle laissa échapper un long soupir, un soupir qu'elle semblait retenir depuis des années. « Avec ça, nous pouvons arrêter votre sœur et tout ce réseau, mais ça ne sera pas facile. » Isabelle hocha la tête. « Rien de ce qui vient ne sera facile. » Lucia leva les yeux comme si elle voulait demander quelque chose, mais n'osa pas. « Toi, tu es celle qui l'a sortie du trou. » L'enfant hocha lentement la tête. « Eh bien écoute, petite, le courage ne vient pas toujours des grandes. Parfois, il vient de mains comme les tiennes. » Lucia baissa les yeux, gênée, mais au fond, une petite étincelle de fierté lui réchauffa la poitrine. La contrôleuse se leva, ouvrit un classeur et en sortit une enveloppe scellée. « Je vais bouger des contacts. Des gens qui croient encore en leur travail, qui ne se sont pas vendus. Mais quand ça sortira, le bruit va être fort. Ça va secouer la moitié du pays. Je suis prête. » Elle ne le dit pas avec arrogance. Elle le dit comme quelqu'une qui accepte que la vie l'a déjà placée sur ce chemin et qu'il n'y a plus de retour en arrière. Ce même après-midi, Estelle passa des appels discrets, transféra des fichiers sur des serveurs protégés et contacta des journalistes qui ne pliaient pas sous la menace.
Pendant que le monde continuait de tourner sans rien savoir, une vérité longtemps enterrée commençait à remonter. Personne ne le dit à voix haute, mais toutes sentirent qu'un point de rupture approchait. C'était comme être au bord d'une averse, on perçoit le tonnerre avant de l'entendre. Quant à la tombée de la nuit, Isabelle sortit de cette maison avec Lucia, Honorata et Teresa, l'air de la ville semblait différent. Pas plus léger, pas plus sûr, simplement différent, comme s'il savait ce qui allait venir. Lucia prit la main d'Isabelle, pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle comprenait que la femme à côté n'était plus celle qu'elle avait sortie du trou. C'était quelqu'une prête à affronter, non seulement une sœur traître, mais tout un pays prêt à entendre la vérité, même si elle faisait mal. La nouvelle explosa 3 jours plus tard, pas comme une bombe, mais comme un tremblement de terre silencieux que d'abord, personne ne comprit vraiment. D'abord quelques colonnes dans des journaux numériques parlant d'incohérences financières dans le groupe Dumont, puis une fuite anonyme joignant des fragments du carnet comptable et une vidéo floue extraite des anciennes caméras du sous-sol. Et soudain, le fracas. Une conférence improvisée de la contrôleuse Estelle Moreau entourée de journalistes qui n'arrivaient pas à croire ce qu'elles entendaient. Elle parla clair, sans ornement, avec la sérénité de celle qui n'a plus peur de rien. Madame Isabelle Dumont, déclara-t-elle devant tout un pays, est vivante et a été victime d'une tentative d'homicide orchestrée depuis sa propre entreprise. À partir de cette seconde, la vérité se mit à avancer comme une rivière en crue. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les chaînes interrompirent leurs émissions. Dans les bureaux du gouvernement, certaines firent les sourdes, et d'autres, pour la première fois depuis des années, trouvèrent le courage de lever la tête et de dire assez. Isabelle, protégée dans une petite chambre d'hôtel gardée par des amis d'Honorata, regarda la transmission avec un tremblement dans les mains qu'elle ne pouvait pas cacher. Ce n'était pas de la peur, c'était ce mélange étrange de soulagement, de douleur et de décharge que seule ressent celle qui a survécu à quelque chose qui l'a brisée intérieurement. Lucia était assise près d'elle, les pieds pendant au bord du lit, fixant l'écran clignotant. Chaque fois qu'une journaliste répétait que l'entrepreneuse avait été donnée pour morte, l'enfant serrait les poings comme si elle revivait l'instant où elle avait vu les doigts d'Isabelle bouger sous la terre. Teresa regarda les images, les bras croisés, très droite, comme si enfin quelqu'une disait à haute voix ce qu'elle avait tenté de dénoncer pendant des années. Honorata, elle, avait les yeux rouges. Elle n'avait jamais pensé vivre assez longtemps pour voir la justice se déplacer ainsi sans masque. Quand les autorités annoncèrent des mandats d'arrêt contre Diane Dumont et d'autres impliqués, le pays se divisa. Certaines la défendirent, jurant qu'une femme aussi réussie ne pouvait pas être tombée si bas. D'autres hurlèrent, exigèrent la prison immédiate, réclamèrent des démissions. Mais rien n'eut autant d'impact que l'image diffusée à 18h45. Isabelle entrant dans le bâtiment du parquet, entourée d'escortes, la caisse de preuves serrée contre elle. Elle était mince, blessée, mais son regard avait une fermeté qui bouleversa tout le monde. Elle ne prononça pas de grands discours. Elle s'arrêta seulement une seconde devant les caméras, inspira profondément et dit une phrase qui devint un titre en quelques secondes, la vérité ne s'enterre pas. Ce même jour, une patrouille intercepta Diane alors qu'elle essayait de fuir vers la frontière. La presse captura le moment où on la fit monter dans la camionnette officielle, défaite, furieuse, criant des insultes que personne n'arrivait vraiment à comprendre. Il y eut celles qui ressentirent de la satisfaction, celles qui ressentirent de la pitié, mais celles qui connaissaient l'histoire complète ne ressentirent ni l'un ni l'autre, seulement un profond silence, comme celui qui demeure après un orage qui arrache des arbres mais laisse la terre plus fertile. Cette nuit-là, déjà loin du chaos de la ville, Isabelle revint avec Lucia dans la communauté de Mère Magdalena. Elle n'emportait ni caméra ni escorte. Elle ne cherchait pas les pics, seulement un morceau de paix. Quand la vieille femme les vit arriver, elle serra toutes les deux dans ses bras sans dire un mot, avec cette tendresse ferme de celles qui ont appris à prier sans bouger les lèvres. Ce fut alors devant le foyer où la grand-mère faisait chauffer le café qu'Isabelle prit la main de l'enfant et dit quelque chose qui fit taire toutes les présentes. « Lucia, merci de m'avoir rendu la vie et merci de m'avoir rappelé qui je veux être. » Ce fut la première fois que l'enfant pleura depuis que tout avait commencé. Elle n'avait pas pleuré en traînant un corps couvert de boue. Elle n'avait pas pleuré en entendant les chiens se rapprocher. Elle n'avait pas pleuré en lançant cette bouteille enflammée dans la nuit. Mais elle pleura cette nuit-là. Peut-être parce qu'elle savait qu'enfin elle n'avait plus besoin d'être courageuse. Isabelle l'embrassa et l'enfant ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé avec une adulte étrangère, la sécurité. Pas l'argent, pas les promesses, pas la grandeur. La sécurité de quelqu'une qui après avoir touché le fond choisit de se relever non seulement pour se sauver elle-même, mais pour honorer celles qui l'ont sauvée. Et pendant que dehors la nuit retrouvait son calme habituel dans les montagnes, Isabelle comprit quelque chose qu'elle n'aurait jamais appris dans ses réunions de direction, ni derrière ses bureaux de verre. Que les histoires qui changent vraiment le monde ne naissent pas dans des salons élégants, mais dans des lieux humbles, là où une enfant, sans autre richesse que son cœur, tend la main à une femme que toutes croyaient morte. Si cette histoire t'a touché l'âme, même un tout petit peu,
Je t'invite à laisser un commentaire, nous disant d'où vous nous regardez, à la partager ou à t'abonner pour continuer à écouter des récits où l'espoir et la dignité trouvent toujours un chemin vers la lumière. Parce que comme dans la vie elle-même, ce qui est fait avec vérité fleurit toujours.